Très bien. Donc, on continue notre cours aujourd'hui en parlant. S'il vous plaît, ceux qui ont encore les micros là, désactivez vos micros, s'il vous plaît. Coupez les micros. Marceline, coupe les micros. Donc, on continue notre cours aujourd'hui en parlant des infections génitales basses. Là, on va pas parler de toutes les infections génitales basses. On va s'arrêter sur les trois principales. Les bartholinites. Là, on est vraiment au niveau de la vulve. On parlera des vulvites, on parlera des vaginites. Pour le coup, on va par exemple pas parler des cervicites qui font partie des infections génitales basses également. On va vraiment s'arrêter sur les trois principales infections génitales basses que nous étudions. Donc, de manière générale, on peut définir les infections génitales basses comme l'ensemble des infections qui affectent les organes génitaux externes chez la femme. Donc, on parle de la vulve, on parle du vagin, on parle des glandes annexes également. Ça fait partie quand on parle d'infection génitale basse, quand on parle des organes génitaux externes de la femme. Au premier semestre, on a vu l'anatomie du système reproducteur de la femme. On avait parlé des glandes de Bartholin, l'intérieur. Bon, on n'est pas surpris, n'est-ce pas, d'en parler aujourd'hui dans les infections également de ces glandes annexes-là. Mon intérêt d'étudier ce sujet, c'est que ce sont des pathologies fréquentes qui sont couramment rencontrées en consultation. Vous aurez beaucoup de femmes qui viennent vous voir en consultation parce qu'elles ont des pertes blanches, parce qu'elles ont des démangeaisons. Vous voyez, donc vous aurez tous ces problèmes-là qui, en réalité, sont fréquents, qui peuvent être totalement banals, qui peuvent être de traitement facile, mais qui peuvent totalement dégrader la qualité de la vie de la femme. Dans le pronostic, en réalité, il est généralement bon. Ces dames qui viennent vous voir parce qu'elles ont des pertes blanches ou autre chose comme ça, de base, c'est souvent de très bons pronostics, sauf que il faille à ce moment-là que le traitement soit de bonne qualité également, n'est-ce pas, pour que la patiente puisse vraiment bénéficier de ce prompt rétablissement-là. Donc, la première infection que vous allez étudier, c'est la bartholinite. La bartholinite qu'on appelle encore ici l'abcès de la glande de Bartholin, c'est presque pareil. C'est une inflammation qui survient une infection au niveau de la glande de Bartholin. Mais vous voyez, il faut noter ici la bartholinite qui est vraiment une inflammation ou un abcès. Parce que généralement, vous avez des patients qui vont venir vous voir juste avec une tuméfaction de la glande de Bartholin. Et je voyais une dame en consultation, je pense que c'était mercredi, qui avait une tuméfaction au niveau de sa glande de Bartholin. Ce n'était pas douloureux. Elle m'a dit, voilà, ça gonfle. Et mais quand elle va vous expliquer en vous disant, euh, elle se rend compte que ça gonfle généralement en rapport avec les différentes variations de son cycle menstruel. Donc, lorsqu'elle est, par exemple, en période pré-menstruelle, lorsqu'elle est en période ovulatoire, lorsqu'elle a des excitations, Ça parle. à ce moment, ça va gonfler. Donc, en réalité, dans ce cas, c'est pas vraiment une infection de la glande Bartholin, c'est pas l'abcès de la glande de Bartholin. Elle a une distension, une tuméfaction, mais qui n'est pas une infection. Ok, donc, il va falloir distinguer ça. Les glandes de Bartholin, les femmes en ont deux. Il y en a un de chaque côté. On sait que la glande de Bartholin. iPhone Go, vous pouvez désactiver votre. Si vous voulez bavarder, vous désactivez votre micro de parler, s'il vous plaît. Donc, là, on revenait pour dire que euh, oui, bon, c'est dangereux, c'est bizarre quand vous coupez la parole comme ça. Donc, on revenait en disant la glande Bartholin sont des structures qui sont paires. Il y en a une à gauche et à droite. C'est situé à l'entrée du vagin. Elles vont produire un liquide qui va permettre la lubrification du vagin. Donc, lorsqu'il y a un problème qui entraîne une obstruction, ça peut par la suite créer, on peut avoir une tuméfaction à la base de la glande Bartholin qui peut finir par se surinfecter. Et donc, du coup, si ça se surinfecte, ça va créer justement une bartholinite, un abcès de la glande Bartholin. Donc, sur le plan du pronostic, on précise que si vous utilisez un bon traitement, si le traitement il est approprié, dans la plupart des cas, l'abcès de Bartholin va disparaître sans aucune complication majeure. Mais il faut noter à chaque fois quand vous le prenez en charge d'expliquer à la patiente que ça peut revenir encore et encore. Moi, j'ai reçu une patiente ici récemment, je l'ai opérée, elle me disait que c'était sa 11e épisode d'abcès de la glande de Bartholin.
la 11e fois. Donc, vous voyez, c'est pas un truc. Du coup, on lui a proposé une autre option thérapeutique. En plus de la chirurgie, on a fait ce qu'on appelle une massophilisation. Je pense qu'on va pas en parler à la suite dans la présentation. Donc, pour ce qui est de la physiopathologie, on note que la bartholinite est généralement causée par une obstruction des canaux de la glande de Bartholin. On l'a dit, ce sont des canaux qui vont produire un liquide pour lubrifier en réalité la cavité vaginale et tout. Donc, s'il y a une obstruction au niveau des canaux, ça va entraîner une accumulation du liquide à l'intérieur. Et ces liquides-là peuvent se surinfecter après. D'accord? Là, la patiente que j'ai vue mercredi, elle a une obstruction des canaux. Donc, dans son cas particulièrement, Dans son, dans, dans son cas particulièrement, euh, il n'y a pas de gros soucis, mais ce qui va se passer chez elle à un moment donné, c'est que il peut avoir une surinfection de ce milieu-là et ça posera un réel problème chez elle. Alors, les étiologies, comme on a dit, il s'agit la plupart du temps des infections bactériennes, principalement les bactéries de type gram négatif, comme les Escherichia coli, ou même des bactéries anaérobiques, qui sont souvent responsables de la bartholinite. Donc, il y a plusieurs facteurs de risque qui peuvent également intervenir, l'hygiène intime, les rapports sexuels non protégés, les antécédents de bartholinite récurrentes, le tabagisme, et dans certains cas, même les infections sexuellement transmissibles. Et là, quand on parle de tabagisme ici, ah, excusez-moi. Donc là, on parlait de tous ces facteurs de risque. Je veux dire, il y a le tabagisme passif, le tabagisme actif, qui sont ces différents éléments qui peuvent, n'est-ce pas, intervenir dans la survenue de la glande de Bartholin. Alors, dans l'étude clinique, on va noter que les symptômes les plus courants de la bâtonnite, c'est surtout la douleur unilatérale. C'est rare d'avoir des patients qui ont une bâtonnite bilatérale. Il y en a eu des cas, mais dans notre pratique en France, on a une patiente qui avait quasiment une bâtonnite de deux côtés, mais ça, c'est vraiment rare. La plupart du temps, les patients vont venir vous voir parce qu'elles ont une douleur au niveau de l'entrée de leur vagin qui est atroce, qui déforment la marche. Donc, du coup, elles vont marcher souvent avec les jambes écartées et ne mettent pas de sous-vêtements. C'est souvent un côté et elles sentent en plus une boule à l'entrée de leur vagin. Voilà les motifs qui vont souvent les amener. Et donc, généralement, euh, on aura donc tous ces différents éléments. À l'examen physique, vous aurez, comme j'ai dit, un abcès palpable dans la région de la glande de Bartholin. Du coup, il faut bien reconnaître où se trouve la glande de Bartholin pour ne pas aller confondre avec un abcès qui peut se situer plus haut encore. Alors, on peut avoir quelques complications qui peuvent survenir. Ça peut être la rupture de l'abcès. C'est que quand l'abcès est en place, si rien n'est fait, il va continuer. C'est un peu comme un abcès qui se fait au niveau de votre main ou sur votre pied ou n'importe où. Disons que l'abcès va montrer le sommet, puis ce qu'on appelle le village, la bouche de l'abcès. Si rien n'est fait, il finit par se rompre et le pus s'écoule. Cela, ça peut entraîner à la limite des fistules. Ça peut arriver, hein, une complication comme ça avec des fistules. Donc, comme on dit, voilà, on peut également avoir des infections récurrentes. Chez certaines femmes, on a dit, l'abcès de Bartholin peut devenir récurrent. On va avoir des patients qui vont présenter un abcès de Bartholin de manière fréquente, tout le temps, ça revient. Je vous ai parlé d'une patiente que j'ai opérée récemment, qui était à sa 11e épisode d'abcès de Bartholin. La prise en charge, par contre, elle est à la fois thérapeutique et même promotionnelle, voire préventive. Sur le plan thérapeutique, il faut surtout regarder si vous identifiez la dame dont je voyais pour la 11e fois, je pense chez elle, il y avait un gros souci d'hygiène intime, il y avait un souci avec les multiples partenaires sexuels. Donc, c'est éléments qu'il fallait qu'elle change déjà. Donc, mais ceci, donc, chez elle, il fallait utiliser un traitement avec des antibiotiques, il faut utiliser l'hygiène, les mesures d'hygiène locale. Dans son cas, on a utilisé les bains de siège. On a incisé chez elle. On a fait des bains de siège, on a passé des bains de siège, on a fait des antibiotiques.
Et naturellement, il faut toujours penser à drainer. Si ça fait très mal, la meilleure, Monsieur, madame, monsieur, on peut faire le bain de siège avec le sel de cuisine. bien sûr, le bain de siège, ça se fait soit avec le sel de cuisine, soit avec de la bétadine gynécologique et de la bétadine bleue. On peut utiliser le sel de cuisine. Ça a raison de 2 cuillères à soupe dans 2 litres d'eau que vous laissez juste dissoudre entièrement avant de l'utiliser. Ça marche très bien. D'accord, C'est merci. un bon antiseptique. Oui, ça va, c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Mais sur la page là, on n'avance pas, c'est sur place. C'est toujours la page 31. Oui, on est encore là-dessus. Non, moi, on a la page 34. Monsieur, c'est bloqué à 31 chez moi. Et chez les autres? Moi aussi, C'est la c'est même. bloqué. 31 aussi chez moi. Chez moi, 34. Chez vous, 34. Bon, ceux qui sont à 31, est-ce que vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter? Ok. Voilà, déconnectez-vous, voilà. D'accord, monsieur. Entraîne un peu sur la diapo le temps que vous revenez. Donc, je disais On quand... est à la physiopathologie, non? Non, on est sur la projet d'Athénie, hein. Aïe. C'est que moi, je suis pas à la ligne. Bon. Donc, on était au niveau de la prise en charge. On disait que la prise en charge est à la fois euh, thérapeutique, mais elle est également euh, promotionnelle. Dans la promotion, bon, mais ici, c'est surtout d'apporter à la patiente tous les conseils dont elle a besoin pour, n'est-ce pas, réussir à lutter contre la récidive de la batolinite chez elle. Donc, maintenant, parlons des vulvites. Vulvite, ça vient de vulve. Si vous avez remarqué le suffixe it vient d'inflammation. Donc, quand on parle de vulvite, par exemple, ce sont des inflammations de la vulve. Donc, la vulvite est une inflammation de la vulve qui est la partie externe des organes génitaux féminins. Ça, c'est connu déjà, on l'a vu au premier semestre. À côté, l'intérêt de ce sujet, c'est que la vulvite peut entraîner des symptômes gênants, les démangeaisons surtout. Je vous ai dit, vous aurez des patients qui vont venir vous voir en consultation parce que ça démange au niveau de la vulve, parce qu'il y a des petits boutons qui sortent au niveau de la vulve et tout. Et donc, et de manière naturelle, cela va affecter de manière globale la qualité de la vie de la patiente. Le pronostic est que la plupart des cas de vulvite sont traités avec succès, la plupart du temps sans aucune complication. Il suffit d'identifier le problème, de mettre un traitement approprié et la patiente vraiment récupère très bien derrière son problème, sans aucun souci. Dans la physiopathologie, c'est que la vulvite peut être causée par différents facteurs, comme les infections fongiques, ça peut être des champignons, ça peut être des bactéries, ça peut même être des réactions allergiques. Souvent, c'est une mauvaise hygiène. Ça peut être des bactéries, ça peut même être des réactions allergiques. Souvent, c'est une mauvaise hygiène, ça peut même être des réactions allergiques. Donc, ça peut être l'utilisation des irritants chimiques, ça peut être des troubles de la peau, parce qu'il y a des patients qui vont venir vous voir. Lorsque les patients vous disent qu'ils ont des démangeaisons, il faut toujours chercher la cause, l'agent causal. On a des patients qui viennent parce que elles utilisent par exemple une crème épilatoire et elles vont réagir à leur crème épilatoire. Si vous risquez de mettre tous les traitements, mais si vous ne corrigez pas la crème épilatoire, vous aurez le problème qui va revenir tout le temps. Les patients vont venir vous voir parce qu'elles ont changé de savon. OK? Elle avait utilisé tel savon, maintenant elle utilise tel autre savon. Et depuis là, elle se rend compte qu'elle a des démangeaisons tout le temps. La personne peut venir vous voir par rapport à ses sous-vêtements. Quand vous l'interrogez, vous vous rendez compte que le problème, il est lié aux sous-vêtements. Donc, il faut savoir identifier le problème afin d'apporter, de proposer une solution adaptée. Donc, sur le plan étiologique, on note que les causes courantes de la vulvite, c'est surtout les infections à levure, comme le candida. Ce sont les infections bactériennes, comme du Gardnerella vaginalis, des infections virales comme l'herpès, les réactions allergiques aux produits d'hygiène ou même aux spermicides. Bon, peut-être si chez vous, vous n'avez pas trop recours, mais c'est une méthode de contraception, le spermicide, on le met à l'intérieur pour détruire les spermes, les spermatozoïdes de l'homme. Donc, du coup, il y a des femmes qui peuvent réagir après à ce spermicide-là. Ça peut être des troubles de la peau comme le lichen scléreux.
Donc, les facteurs de risque, on l'a dit naturellement, c'est surtout l'hygiène intime inadéquate, des femmes qui vont faire des toilettes avec des savons trop parfumés parce qu'elles veulent que ça sente bon en bas. Oui, c'est souvent bizarre comme ça. Je pense que bon, il faut qu'on prenne le Pharmapu ou le Santex, sans publicité bien sûr, parce que ça va bien sentir bon en bas et tout. Et sauf qu'au final, on réagit à cela. Ça peut être les rapports sexuels non protégés. En cas de déficit dans le système immunitaire, cela peut également être une des causes. Ça peut être l'utilisation des produits d'hygiène irritants et même certaines conditions médicales préexistantes. Donc, si vous avez, comme quand on parle du lichen scléreux, si vous avez un lichen scléreux, ça c'est une condition médicale, c'est une pathologie de la peau qui existe naturellement. Ça peut favoriser, n'est-ce pas, la survenue d'une vulvite. Alors, les symptômes les plus courants dans les vulvites, c'est surtout les démangeaisons. Ce sont des brûlures vulvaires, ce sont des douleurs, ce sont des rougeurs, ce sont un gonflement et même une sécheresse de la vulve. Mais ça, les patients ne vont pas trop remarquer. Les patients vont surtout vous voir parce qu'elles ont des démangeaisons, parce que ça brûle en bas, parce que ça picote en bas. Voilà pourquoi elles viennent vous voir. Et dans quelques rares cas, on peut avoir des pertes vaginales anormales qui peuvent également être présentes, mais ce n'est pas toujours systématique d'avoir des pertes anormales. À l'examen physique, il faut noter que l'examen physique ici peut révéler des signes d'inflammation et même d'irritation de la vulve. Là, on parle des signes comme la rougeur, on pense ici à une chaleur locale. Parfois, ça peut être des lésions cutanées spécifiques, comme on l'a dit, hein. Là, c'est le cas du lichen scléreux, pour prendre cet exemple-là. Alors, les complications peuvent d'abord être des infections secondaires. Donc, à la base, on a une infection qui est vulvaire, mais dans certains cas, elles peuvent avancer, elles peuvent migrer. Si le germe, il est bactérien, il peut coloniser le meilleur urétral, il peut coloniser le vagin. Donc, ça peut entraîner tous ces problèmes-là. On peut également avoir un impact sur le plan psychologique. Vous imaginez une dame qui a des démangeaisons tout le temps au niveau de la vulve, ça peut altérer la qualité de sa vie. Et tout ça, ça met très mal à l'aise. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Euh, quand la dame vous dit qu'elle a besoin d'avoir la main dans la poche tout le temps pour se gratter parce que ça démange et tout, ça, c'est pas évident. Ça, c'est très difficile à vivre. Souvent on s'en rend pas compte, mais vraiment, c'est très, très compliqué. Et ça, par contre, il faut savoir, n'est-ce pas, prendre de bonnes dispositions pour aider la patiente, pour soulager la vie de la patiente. Donc, pardon, pour ce qui est de la prise en charge, on note que le traitement de la vulvite va surtout dépendre de la cause sous-jacente. Donc, la plupart du temps, ça peut être, donc si la cause était les champignons, on a dit que les causes peuvent être des champignons, comme du Candida albicans. À ce moment, vous mettez un antifongique. Si c'est du Candida albicans, par exemple, vous mettez de la nystatine, hein, ça va marcher. Vous pouvez mettre une crème locale. Vous pouvez mettre du clotrimazole, par exemple. Une crème locale, c'est un topique. Le clotrimazole, vous allez le trouver en pharmacie sous plusieurs noms. Vous pouvez avoir du Pévagine en crème vaginale, qui marche très bien. Vous pouvez avoir des produits comme le Clotridink. Ça marche très bien, c'est du clotrimazole. Vous pouvez appliquer des médicaments comme du miconazole, voilà, en l'occurrence du Mycoster 1% en crème. Donc, moi, le truc ici, c'est que quand vous avez cette patiente qui a des démangeaisons, il faut mettre un antifongique local. La plupart du temps, mettez-le en crème, elle applique partout sa démange, ça va beaucoup la soulager. Si jamais vous vous rendez compte qu'il y a une cause bactérienne, comme avec du Gardnerella vaginalis, par exemple, vous lui mettez un imidazolé, ça peut être du métronidazole. Ici, on note que ce sera 500 mg, un comprimé le matin, un comprimé le soir pendant environ 7 jours. Les crèmes, pardon, pour y revenir, c'est une application le matin, une application le soir pendant bon, le temps que ça démange. Moi, j'ai dit aux patientes, vous les mettez, vous achetez la crème quand ça démange, vous mettez partout, ça va démanger à l'extérieur, une fois le matin et une fois le soir. En sachant que si ça démange à l'intérieur du vagin, là, on est vraiment sur la vulve, on verra tout à l'heure les vaginites. Si ça démange au niveau
de l'extérieur, on applique les crèmes antifongiques, mais si ça démange à l'intérieur, on mettra plutôt des ovules antifongiques. Ça, je vais un peu attirer l'attention dessus. Donc, en fonction du régime que vous avez, vous pouvez mettre des antibiotiques, vous pouvez mettre des antiparasitaires, on l'a dit. Si vous avez, on a dit du Galérella par exemple, vous mettez du, du métronidazole chez la patiente, vous pouvez mettre du seclidazole, vous pouvez même mettre du tinidazole. En fait, vous mettez vraiment des imidazolés, ça va bien marcher. Si la cause chez votre patient c'est de l'herpès, ça peut être le cas, ça peut être de l'herpès, à ce moment vous lui mettez de l'aciclovir. C'est un antiviral, vous mettez de l'aciclovir généralement. Ça peut être de l'aciclovir 400 mg que vous allez mettre à la patiente toutes les 4 à 6 heures de temps. À côté, vous devez apporter les questions à la patiente, les informations pour dire à la patiente d'éviter vraiment l'utilisation des irritants. Donc, si elle est utilisée par une crème épilatoire, elle arrête d'abord de l'utiliser. Si elle utilise un spermicide, elle arrête provisoirement de l'utiliser. Là, voilà, on dit qu'il y a l'application des crèmes ou des pommades topiques ou même des mesures d'hygiène spécifiques, comme on a dit, voilà. Il faut jamais, jamais manquer l'occasion de réexpliquer à la patiente l'avantage dans l'hygiène intime. Les sous-vêtements qui doivent être entièrement soit en coton, soit en dentelle uniquement, pas de sous-vêtements en matière synthétique. Il faut toujours le leur dire. Il faut jamais manquer l'occasion. Ce que je dis, c'est vraiment valable pour la plupart des infections génitales basses. Il faut jamais manquer l'occasion de leur dire que les sous-vêtements doivent être séchés du bon côté. Les habits, quand on lave les habits, on les sèche du mauvais côté parce qu'on a peur que si ça tombe, ça va se salir. Mais les sous-vêtements, on les sèche du bon côté. Si vous les mettez du mauvais côté, n'oubliez jamais que c'est le mauvais côté qui va à l'intérieur après. Donc, du coup, il faut toujours penser à les mettre du bon côté. Il faut penser à les mettre au soleil de temps en temps, ou à défaut, il faut penser absolument à les repasser avant de les porter. Ça, c'est très important. Il faut toujours expliquer à la patiente que lorsqu'on fait la toilette vaginale, on ne doit pas mettre les doigts dans le vagin. Le vagin va se nettoyer tout seul. Si jamais ça lui tente de mettre les doigts, qu'elle évite d'apporter le savon à l'intérieur. Sauf si à ce moment, elle utilise par exemple un savon local adapté. Il y a des produits locaux adaptés pour la flore vaginale, sinon vous allez détruire votre flore vaginale. Entre autres produits locaux que vous pouvez utiliser sont les savons antiseptiques. Généralement, ça peut être du citéal, si vous voulez. Ça peut être du dermobactère, si vous voulez. Ça peut être de la bétadine gynécologique, si vous voulez. Ça peut être des produits comme le Saforel, si vous voulez. Donc, si jamais vous voulez vraiment faire une hygiène intime de ce côté, voilà comment est-ce que vous pouvez faire. C'est très important de revenir là, parce que ces volets vont couvrir la prise en charge promotionnelle et même préventive des infections génitales basses. De manière globale, hein, quand on parle des infections génitales basses, ce seront les mêmes mesures qui vont revenir encore et encore. Si vous avez une patiente qui réagit à l'utilisation de la crème épilatoire, vous lui dites d'arrêter la crème épilatoire. Déjà que c'est pas trop conseillé d'enlever tout le poil, parce que le poil vulvaire, c'est la première zone de défense pour attraper les microbes. Allez, la plupart du temps, en maternité, on a des dames qui arrivent, allez, c'est propre, c'est lisse, ok? Elles sont contentes et tout, voilà, ça, c'est très propre. Sauf qu'à côté, ça constitue une zone de fragilité parce que les germes vont facilement avoir accès à la cavité vaginale et tout le reste. Le poil, il a son rôle. On ne demande pas ici d'avoir la forêt dans son bas, ça, c'est pas ce qu'on demande, mais vraiment, c'est d'avoir une hygiène en même temps que il faut tenir compte que c'est un milieu de protection en même temps. Alors, les vaginites, pour revenir, ici, en parlant des vaginites, je voudrais planter le décor en disant qu'on parlera à la fois des vaginites et des vaginoses. C'est deux grandes entités, même si les deux vont se confondre ici dans les vaginites. Les vaginites, c'est une inflammation du vagin. La vaginose est une infection, c'est vrai, on parle de vaginose bactérienne. Dans la vaginite, c'est surtout une inflammation locale, alors que la vaginose, c'est vraiment une infection bactérienne au niveau du vagin, qui peut être due à des germes comme du Trichomonas vaginalis, comme du Gardnerella vaginalis, comme des candidats albicans, comme les champignons. Or, les vaginites,
Vous pouvez faire une réaction allergique. Il y a des femmes qui sont allergiques aux préservatifs, par exemple, pas aux préservatifs, qui sont allergiques au caoutchouc. Le préservatif, il est fait de caoutchouc. Donc, du coup, si elle utilise du caoutchouc, elle peut faire une vaginite diarrhée. Ce n'est pas une infection, c'est vraiment une réponse inflammatoire. C'est une inflammation. Il faut savoir, la plupart du temps, on va prendre les deux éléments en commun, mais ce n'est pas toujours la même chose. Dans la vaginite, si vous examinez la patiente, vous aurez un vagin qui sera vraiment inflammé, sera rouge. Or, dans la vaginose, vous aurez surtout des pertes blanches, des trucs bizarres qui vont changer en bas sans réelle inflammation. Voilà la principale différence entre la vaginite et les vaginoses. Ici, je dis encore, on parlera des deux de manière confondue. Mais dans votre pratique, sachez au moins qu'il y a cette différence-là qui existe. Donc, les vaginites ici sont des inflammations de la paroi vaginale qui peuvent être causées par des infections. Les vaginites sont courantes chez les femmes et peuvent entraîner des symptômes gênants, comme des démangeaisons, comme des pertes vaginales anormales. Souvent, elles vont venir vous dire que ça sent mauvais. La quantité a augmenté, ça coule, c'est tellement abondant que ça coule souvent comme de l'eau. Ça peut être associé à des brûlures. Ça peut, voilà, ça peut également être des douleurs, des dyspareunies, n'est-ce pas, qui sont définies comme des douleurs au cours du rapport sexuel. Lorsque vous imaginez que s'il y a une inflammation dans le vagin, ça peut créer des douleurs lors des rapports sexuels. De manière globale, la plupart vont être traitées avec succès. Il s'agit des infections qui ne sont pas souvent très graves et donc si on met en place un traitement approprié, ça peut soulager la qualité, ça peut soulager et même améliorer la qualité de la vie de la patiente de manière bien globale. Donc, pour ce qui est de la physiopathologie, on note ici que les vaginites peuvent être dues à différents agents infectieux. Ça peut être des champignons, ça c'est le cas du Candida albicans par exemple. Ça peut être des bactéries comme du Gardnerella vaginalis, comme du Trichomonas, comme du Trichomonas. Ça peut être des parasites, ça peut être des virus comme l'herpès simplex virus, qui vont de toutes les façons contribuer à perturber la flore naturelle du vagin. Parce qu'à la base, vous savez qu'il y a une flore qui vit dans le vagin qu'on appelle la flore de Doederlein. C'est une flore qui vit pour protéger le vagin. Ce sont des microbes qui vivent là-bas, mais qui sont saprophytes. Donc, ils vont permettre de lutter contre d'autres microbes. Ils vont dire, bon, si vous voulez, en quelque sorte, c'est nous qui vivons ici, c'est notre maison. Et si d'autres viennent, ils vont le détruire. Donc, si jamais il y a un facteur qui fait détruire ces microbes-là, alors d'autres microbes vont trouver facilement le lieu de pouvoir s'installer. C'est un peu ce qu'il faut comprendre. Donc, voilà. Pour ce qui est des facteurs de risque, naturellement, c'est l'hygiène intime inadéquate. Je vous ai dit, si vous prenez du savon que vous mettez dans votre vagin, vous allez détruire votre flore de l'ail. Si vous avez des rapports sexuels non protégés, vous pouvez attraper des germes comme le Trichomonas vaginalis. Le Gardnerella là n'est pas sexuellement transmissible, mais par contre, le Trichomonas, il est effectivement sexuellement transmissible. Ça peut être des changements hormonaux. Les femmes, lorsque elles vont vous dire à l'approche des menstruations, elles peuvent avoir plus de pertes blanches. Lorsqu'elles sont enceintes, elles peuvent avoir plus de pertes blanches à cause des modifications hormonales, pardon. Ça peut être l'utilisation de certains produits d'hygiène irritants. Ça peut être un système immunitaire tout simplement qui est affaibli. Ça peut être des conditions médicales préexistantes. Les signes et les symptômes les plus courants, c'est que dans la vaginite, on aura la plupart du temps des démangeaisons, des brûlures, des douleurs, des pertes vaginales anormales, comme des pertes épaisses, blanches, qui se peuvent également être grumuleuses. Dans le cas d'infections à levure ou des pertes malodorantes et grises dans les vaginoses bactériennes. Donc, quand vous avez un patient qui vient vous voir parce qu'il a des pertes qui sont un peu comme les graines, comme le pistache, comme les mets de pistache avec des petites boules comme le pistache à l'intérieur, la plupart du temps, vous pouvez, même si vous n'avez pas fait un PCV, savoir que c'est une patiente qui a un candida albicans. Ok, donc du coup, si une personne ne peut pas vous dire ça, vous l'examinez, vous faites vos touchés vaginales, vous sortez, vous nous dites que vous avez des pertes qui ont l'aspect des grumeaux, comme le pistache, et après on vous dit au laboratoire que le PCV il est normal. C'est que le mec du labo n'a pas bien lu. C'est que c'est pas normal. Ok? De la même façon,
Si vous avez une patiente qui arrive, vous faites un toucher, vous avez des pertes, elles sont grisâtres. Quand vous partez humer, ça sent le poisson pourri et tout. On vous dit que le PCV il est normal. Vous avez dit au mec du labo qui n'est pas sérieux. Parce que là, vous savez qu'à la limite, c'est au moins du Gardnerella vaginalis. Voilà. Donc, à l'examen physique, si vous regardez, vous pouvez avoir des signes d'inflammation de la paroi vaginale, comme des rougeurs, des gonflements anormaux. Les complications, c'est souvent une infection qui peut être récurrente. La plupart du temps, vous allez voir que ce sont des patients qui vont venir vous voir parce qu'ils ont ces infections qui reviennent tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que je vous ai dit, quand on a parlé des vulviques, qu'il faut vraiment, vraiment insister avec les patients pour leur donner des conseils fondamentaux sur le respect des mesures d'hygiène. Parce que souvent, on reçoit un patient qui vous dit, j'ai ce problème qui me dérange depuis vraiment 1 an, 2 ans. Et lorsque vous lui apportez le counseling, vous remettez des conseils, vous mettez un rendez-vous sur 1, 2 mois, elle n'a plus de problème, tout a disparu, juste avec les conseils que vous lui avez apportés. Donc, c'est très important. Donc, les complications, surtout pendant la grossesse, les vaginines non traitées pendant la grossesse peuvent augmenter le risque de complications pour la mère et le fœtus, comme les infections de l'utérus, comme les infections des membranes ou même du nouveau-né. C'est si important qu'en France, on va faire la recherche du streptocoque. Là, pour prendre le cas d'une infection bactérienne comme le streptocoque de type A, qui est très dangereux, surtout pour le bébé, on le fait systématiquement à 36 semaines chez les femmes enceintes. Systématiquement à 36 semaines, ça fait partie du bilan en France. On va faire un PCV pour rechercher le streptocoque de type A parce qu'il est dangereux pour l'enfant. Donc, vous voyez. Et du coup, on va le chercher à 36 semaines. S'il est présent, on le traite avant l'accouchement de la patiente. Donc, la prise en charge, naturellement, ça va dépendre de la cause. Si vous avez une patiente qui a du candida albicans, vous lui mettez de la nystatine, par exemple. Mettez de la nystatine. La nystatine, vous pouvez le mettre en comprimé vaginal ou en comprimé ou par voie orale. C'est souvent bizarre parce que dans des infections comme dans les infections vaginales comme c'est la Gardnerella vaginalis, on va vous dire que le Gardnerella est très sensible à l'utilisation des imidazolés. Quand on parle d'imidazolés ici, vous l'avez vu, vous avez fait un cours de pharmacologie, on parle du métronidazole, on parle du secnidazole, on parle du tinidazole. Mais on va vous dire que c'est toujours mieux de le mettre par voie orale. Même si l'infection est vaginale, c'est mieux de traiter par voie orale. Du coup, le protocole, si vous utilisez du séridazole, parce qu'il y a du Gardnerella vaginalis, par exemple, vous allez le mettre à raison de un comprimé de 500 milligrammes matin et soir pendant 7 jours. Ou alors, vous mettez 4 comprimés de métronidazole en une seule prise. OK? Ou vous mettez 2 grammes de secnidazole ou 2 grammes de tinidazole en une seule prise. Voilà les protocoles qui existent. Mais c'est toujours mieux de mettre un traitement de manière générale. Naturellement, vous pouvez associer avec des médicaments locaux. Moi, dans la pratique, je vais souvent mettre des combinaisons médicamenteuses. Je prendrai de l'Ovumix, je prendrai du Ginanfor, je prendrai du Polyginax, qui contiennent en réalité plusieurs groupes de médicaments, du métronidazole, du, du, euh, de la néomycine, du clotrimazole également. Vous voyez? Moi, là c'est euh, parfois la nystatine aussi. Là, c'est souvent 3 à 4 médicaments qui vont permettre de traiter tous les germes locaux dans l'infection. Mais je tiens à préciser qu'il faut éviter de les utiliser chez la femme enceinte. Chez la femme enceinte, on va éviter de mettre ces combinaisons parce qu'il y a la plupart du temps de la néomycine à l'intérieur. La néomycine, c'est c'est un médicament qui est contre-indiqué pendant la grossesse. C'est la même classe médicamenteuse que la gentamicine. Donc voilà un peu pour ce qui concerne la prise en charge. Je tiens à préciser que s'il s'agit des infections comme du Gardnerella, comme du Candida, on n'a pas besoin de traiter le partenaire. Le traitement s'arrête net à la patiente. Mais si vous avez une infection de type trichomonas, je vous ai dit que le trichomonas était sexuellement transmissible, à ce moment, vous pensez absolument à traiter le partenaire de la patiente. Il faut traiter le partenaire. Il faut faire une ordonnance
pour son conjoint ou pour ses conjoints, et même pour les conjointes aussi. Parce que si ils vivent dans un foyer polygamique, vous traitez toute la chaîne pour en même temps faire de la promotion et même de la prévention. Donc, naturellement, il faut toujours penser à faire un conseil sur à la patiente sur l'hygiène intime, sur l'utilisation des préservatifs en dehors du mariage, sur la nécessité de consulter un professionnel en cas de symptômes persistants ou alors récurrents. Toujours dire à la patiente, c'est pas parce qu'on a mis ces médicaments maintenant ça marche et que chaque fois que tu les auras, tu iras seulement en pharmacie les chercher. Si jamais le problème revient, n'hésite pas à venir nous voir à l'hôpital pour qu'on te mette en place une prise en charge appropriée. Là, je pense qu'on va commencer les infections génitales hautes. On a fini avec les infections génitales basses. On va commencer les infections génitales hautes. On va peut-être pas les terminer, mais on va commencer tout au moins. Contrairement, les organes génitaux, le système génital de la femme est divisé en deux, le système génital haut et le système génital bas. Le système génital bas, c'est la vulve, c'est le vagin, et dans une moindre mesure, c'est le col. Ça constitue ce qu'on appelle le système reproducteur bas, inférieur. C'est où aussi il y a une infection, là-bas on parlera des infections de la partie basse. Par contre, on aura la partie haute du système reproducteur de la femme, c'est l'utérus, ce sont les trompes, ce sont les ovaires. Donc, s'il y a une infection au niveau de l'utérus, c'est ce qu'on appellera l'endométrite. S'il y a une infection au niveau de la trompe, c'est ce qu'on appellera la salpingite. S'il y a une infection au niveau des ovaires, c'est ce qu'on appellera les ophories. Là, ça constitue les infections génitales hautes, contrairement aux infections génitales basses. Ok. Donc, on définit les infections génitales hautes comme les infections qui vont affecter les organes reproducteurs supérieurs des femmes. Là, on parle de l'utérus, des trompes, de Fallope, des ovaires. Ils sont généralement causés par des bactéries, principalement à raison d'une infection sexuellement transmissible non traitée. On note qu'il y a certaines infections génitales basses qui peuvent migrer après. Mais la plupart du temps, les infections génitales basses ne sont pas sexuellement transmissibles, alors que les infections génitales hautes, la plupart du temps, sont sexuellement transmissibles. Pas toujours. Pas toujours. Si je prends le cas de l'endométrite, on le verra. Ça peut être dû à une mauvaise manœuvre obstétricale. Si vous faites une révision utérine à une dame qui a accouché et vous ne mettez pas d'antibiotiques, elle peut faire une endométrite derrière. Si vous faites une aspiration à une dame qui fait, par exemple, une fausse couche et derrière, vous n'utilisez pas la protection, les mesures d'hygiène qui vont avec, elle peut faire une endométrite. Si vous mettez un stérilet chez une dame, un dispositif intra-utérin chez une dame, sans utiliser les méthodes de contraception, les méthodes d'asepsie appropriées, elle peut faire une endométrite derrière. Et dans quelques cas également, ça peut être dû à une infection sexuellement transmissible. Donc l'intérêt ici, c'est que les infections génitales hautes ont des conséquences graves. Quand on a un patient qui vient vous voir pour une infertilité, on va rechercher les infections génitales hautes parce que ça fait partie des causes d'infertilité. Les infections génitales hautes non traitées peuvent entraîner des complications graves comme l'infertilité, comme les grossesses extra-utérines, comme les douleurs pelviennes chroniques, en notant que si on les détecte, on les traite à temps, la plupart du temps, elles vont complètement guérir sans créer de complications plus tard. Donc, c'est tout l'intérêt ici. Vraiment, quand vous aurez des patientes qui viennent de faire les tests de temps en temps. Alors, toujours sur l'intérêt, on note que les infections génitales hautes peuvent avoir un impact sur la santé reproductive car elles peuvent altérer la santé reproductive des femmes en endommageant les trompes. Lorsqu'on parle de salpingite, ça peut détruire les trompes. Les ophorites peuvent entraîner des inflammations locales avec des grosses adhérences qui vont se créer après. Et le tout peut entraîner des difficultés à concevoir ou même des risques accrus de complications pendant la grossesse, comme des fausses couches, comme des grossesses extra-utérines. Sur le plan de la qualité de vie, les infections génitales ou non traitées peuvent causer des douleurs chroniques parce que ça va créer des grosses inflammations locales, ça va faire que tout soit collé. Quand les trucs sont collés dedans, après, ça fait des grosses douleurs. Je vous ai parlé de ces douleurs qui sont souvent si intenses qu'on a besoin de faire une cystoscopie. On a une patiente, elle a tellement mal, on fait tout, on ne réussit pas à soulager ces douleurs.
On s'en va lui faire une cystoscopie, on coupe toutes les adhérences qui l'a dérangé et tout d'un coup, les douleurs, ça disparaît. Elle revient dans bonne santé, tout le reste, ça va bien chez elle désormais. Donc, euh, ça peut créer donc des trucs gênants avec des symptômes gênants comme des saignements anormaux, comme les pertes vaginales. Le diagnostic précoce et un traitement adéquat va permettre d'améliorer la qualité de la vie de la femme concernée. Pour ce qui est du pronostic, on note que la gravité de l'infection euh, peut aller varier de légère à sévère en fonction. Dans l'endométrite, il y a ce qu'on appellera l'endométrite légère, il y aura l'endométrite sévère, il y aura les infections génitales hautes légères, les infections génitales basses, hautes également sévères. Et on verra, et à chaque fois, quand vous faites le diagnostic, il va falloir que vous vous situez dans quel cas est-ce que je suis devant ma patiente. Parce que de là va dépendre le traitement que vous allez proposer à la patiente. Si vous vous rendez compte que c'est une infection sévère, à ce moment, il faut hospitaliser la patiente et la traiter de manière appropriée. Mais si jamais c'est une infection légère, vous pouvez faire rentrer la patiente tranquillement et la traiter en externe. Voilà, si l'infection n'est pas sévère, vous faites rentrer la patiente et vous la traitez en externe. Mais si jamais il s'agit d'un cas sévère, dans ce cas-là, si c'est un cas voilà, sévère, vous l'hospitalisez, vous la traitez en milieu hospitalier. Ça, c'est très important. Donc, naturellement, dans la même lancée, excusez-moi un peu, s'il vous plaît. Bon, voilà. Donc, je disais que le pronostic va dépendre d'abord du diagnostic que vous aurez fait chez votre patiente, hein. Si l'infection, elle est légère, alors à ce moment, vous pouvez traiter la patiente. Vous pouvez traiter la patiente en externe, on verra des protocoles, mais si jamais vous êtes dans un cas d'infection sévère, à ce moment, carrément, vous hospitalisez la patiente pour la traiter. Donc, le moment du diagnostic également et le début du traitement, c'est une période qui va influencer sur le pronostic. Il y a des patientes, oui, dans les infections génitales hautes, vous imaginez une patiente, au début, elle sent qu'elle a son endométrie, mais elle reste à la maison. Elle prend peut-être de l'amoxicilline et elle attend. C'est quand 2 semaines, 3, 4 semaines, un mois après, ça ne va pas qu'elle vient vous voir à l'hôpital. C'est vrai que l'infection a eu le temps de créer tellement de dommages chez elle. C'est pour ça qu'on va vous dire que le temps qui va s'écouler entre le moment du diagnostic et le début du traitement va jouer un rôle dans le pronostic. Si on dépiste vite et on traite vite, tout rentre dans l'ordre immédiatement. Mais si on prend le temps, on a également le temps de laisser que tout soit détruit. Si une infection sur la trompe, une salpingite, par exemple, qui est due la plupart du temps à une chlamydiose ou un mycoplasme, si on met en évidence rapidement le gène et qu'on le traite immédiatement, tout rentre dans l'ordre tout de suite. Mais si jamais on prend assez de temps, alors ça ne marche pas. Le principe va également dépendre du traitement utilisé. Est-ce que le traitement qui est utilisé, il est approprié? La plupart du temps, on va vous dire qu'il faut faire l'antibiogramme. Et quand on commence à faire les antibiogrammes, on se rend compte que les patients ont des grosses résistances. Donc, vous avez un patient, la plupart du temps, on dit, allez, infection génitale haute, madame, on va vous mettre de l'ofloxacine. Mais quand vous venez, par exemple, faire un antibiogramme chez la patiente sur son PCV, vous vous rendez compte qu'elle est résistante à l'ofloxacine. Alors elle a pris un traitement, sauf que le traitement n'était pas approprié. Donc, pour le coup, le gène n'a pas disparu. Il est resté présent chez la patiente. C'est très important.
Allez, on va prendre l'endométrite. On verra juste l'endométrite aujourd'hui. On continuera, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine ou demain, je ne sais pas. On va voir ensemble après. Alors, pour ce qui est de l'endométrite, qui est une inflammation, une infection de l'endomètre. On va encore dire que c'est une infection de l'utérus. En réalité, si on peut également le dire comme ça. En notant que l'endométrite, c'est une infection, une inflammation de la cavité utérine. Elle est généralement causée par une infection bactérienne ascendante. Donc, la plupart du temps, c'est une pathologie qui est au niveau du vagin, au niveau du col. C'est un germe vaginal ou même cervical qui va migrer. Ok, donc, on disait, c'est une patiente qui arrive, qui vient par exemple pour accoucher. Vous prenez, vous faites un toucher vaginal comme ça bizarres avec des gants de soins, et vous balancez des microbes à l'intérieur qui secondement peuvent migrer. Les bactéries les plus couramment impliquées, ce seront les Escherichia coli, ça peut être du streptococcus, ça peut être même certains germes anaérobiques. Il faut noter ici que l'infection va provoquer une réponse inflammatoire de l'endomètre, ce qui va créer des symptômes et des complications dans le postpartum. L'endométrite est caractérisée par un tableau bien connu. On est dans le postpartum, mais donc c'est une subinvolution utérine. Quand on vous dit pendant vos stages, mesurez la hauteur utérine dans le postpartum. Parce que si vous vous rendez compte que la hauteur utérine ne descend pas comme elle devrait, que l'involution utérine ne se fait pas comme elle devrait, en notant que dans un accouchement par voie basse, l'utérus diminue d'environ 1,5 à 2 cm par jour. Dans la césarienne, c'est environ 1 cm par jour. Donc, si j'ai une patiente dans le postpartum, par exemple, d'une césarienne, à J1, elle a un utérus à 18 cm, à J2, 18, J3, 18, ça veut dire que son utérus ne descend pas. Si à côté elle commence à avoir des douleurs abdominales et tout, il faut aller regarder les lochis chez elle, ça devient fétide, ça veut dire que c'est une endométrite. Donc, l'endométriose est souvent causée, associée à des procédures médicales, on l'a dit, comme l'accouchement, surtout la révision utérine. C'est pour ça que vous ne devez pas systématiser la révision utérine après vos accouchements. Examiner le placenta, c'est plus facile de le faire. Si vous faites une césarienne, au cours de la césarienne, il y a beaucoup de risques d'endométrite. Il faut toujours le savoir. Si vous faites une dilatation et un curettage ou une aspiration manuelle intra-utérine, cela peut introduire des bactéries dans l'utérus. Si vous posez un dispositif intra-utérin, ça peut faire entrer des bactéries dans l'utérus. Donc vraiment, prenez toujours et toujours le temps, prenez toujours le recul pour vraiment penser à respecter les mesures d'hygiène. C'est la première barrière. Si on décide de faire une révision utérine à une femme, ça doit se faire avec les gants stériles, en mettant de la bétadine sur les mains jusqu'à ce qu'ils soient entrés dans le vagin ou dans le col, euh, en mettant systématiquement une antibioprophylaxie chez la patiente après le geste. Si on décide de faire une révision utérine, si on décide de faire une aspiration manuelle intra-utérine, il faut absolument utiliser un matériel stérile. Si on décide de poser un dispositif intra-utérin chez la femme, il faut absolument respecter l'ensemble des mesures d'hygiène et d'asepsie. Si on décide, lorsqu'on fait une césarienne, pour ceux qui ont souvent vu opérer, je vais rarement utiliser la compresse pour faire la révision utérine. Je vais le réviser au gant directement. Parce qu'en prenant les compresses, vous pouvez laisser une petite fibre de compresse qui va rester s'accrocher à l'intérieur, qui va vous créer des endométrites après. Donc, plusieurs germes et les infections sexuellement transmissibles qui ont été traités comme le chlamydia, comme du gonorrhée, peuvent également causer l'endométrite par migration. Parce que quand on parle du chlamydia, le chlamydia à la base peut être une infection totalement vaginale qui va migrer secondairement. D'autres facteurs comme la rupture prolongée des membranes, vous voyez, c'est pour ça que lorsqu'une patiente a rompu les membranes, 6 heures de temps après, si elle n'a pas accouché, on commence l'antibioprophylaxie. S'il y a une diminution du système immunitaire, cela également peut expliquer la survenue d'une endométrite. Et naturellement, vous voyez, une patiente qui a un dispositif intra-utérin, elle n'est pas facilement avoir une endométrite. Parce que quand on pose un dispositif intra-utérin, j'en ai posé hier à une dame, j'ai appelé des étudiants pour lui montrer comment ça se fait. Lorsqu'il y a un bout de fil qui est toujours dans le vagin. Donc, s'il y a une infection vaginale, l'infection va facilement migrer à travers le fil qui est là pour aller infecter l'utérus. C'est pour ça que lorsqu'on aura une patiente qui aura une infection, lorsqu'on aura une patiente avec euh, un dispositif intra-utérin, on va toujours dire à la patiente vraiment, à la limite, d'éviter d'avoir les infections.
S'il y a une infection qui s'installe chez elle, chez une patiente qui est porteuse d'un dispositif intra-utérin, le stérilet, si vous voulez, on va enlever le dispositif intra-utérin. On va enlever le stérilet. On ne le jette pas. On l'enlève et on l'envoie en bactériologie. Il faut aller l'analyser pour comprendre est-ce que ce n'est pas la cause de l'infection génitale de la patiente. Donc, pour ce qui est des facteurs de risque, les femmes qui ont des ruptures prolongées des membranes pendant le travail, les femmes qui sont exposées, voilà, sont exposées, les femmes avec des infections sexuellement transmissibles non traitées, en particulier le chlamydia et la gonorrhée, l'utilisation de dispositifs intra-utérins pour la contraception peut également augmenter le risque. Les procédures médicales invasives comme les césariennes, comme l'aspiration intra-utérine, peuvent également augmenter le risque. Alors, à l'étude des signes et symptômes, on l'a dit, généralement, les symptômes courants de l'endométrite, c'est surtout la fièvre. C'est rare d'avoir une endométrite, une infection génitale haute. C'est rare d'avoir une infection génitale haute sans avoir la fièvre, sans avoir un CRP élevé. Vous allez comprendre après pourquoi est-ce qu'on va donc faire les bilans. Donc, la plupart du temps, on aura la fièvre, on aura des douleurs pelviennes, on aura des saignements anormaux, on aura les pertes vaginales malodorantes, on peut avoir une sensibilité de l'utérus à la palpation. Dans le postpartum, on peut avoir une subinvolution utérine, c'est-à-dire que l'utérus ne descend pas normalement comme il le devrait. On peut également avoir l'examen physique qui peut révéler une augmentation de la taille de l'utérus. On peut avoir une sensibilité à la palpation abdominale et même d'autres signes d'inflammation. Si vous allez dans le postpartum, particulièrement, vous aurez des lochies qui seront fétides et même parfois purulentes. Si chez un patient normal qui n'est pas dans le postpartum, si vous faites un toucher vaginal, vous pouvez avoir des leucorrhées purulentes et même très malodorantes. Dans les tests au laboratoire, naturellement, il faut faire une CRP qui va vous montrer qu'il y a une inflammation. Vous pouvez faire une numération formule sanguine chez votre patient, dans laquelle il faut aller regarder les globules blancs. Vous allez vous rendre compte que les globules blancs chez elles sont généralement augmentés. Vous devez faire des prélèvements cervicaux et même vaginaux pour rechercher la cause du germe, la cause de l'infection en question et même faire un antibiogramme. Je l'ai dit, si la patiente a un stérilet ou un dispositif intra-utérin, il faut l'enlever, surtout dans les formes sévères. Hein. Si on vraiment est dans une forme légère, c'est pas de problème. Dans les formes légères, pas de souci. On laisse comme ça tranquille et on prend en charge. Mais dans les formes sévères, absolument, il faut toujours et toujours penser chez la patiente à l'enlever et, euh, et à l'envoyer en bactériologie parce qu'il est important ici qu'on aille voir quelle est la cause. Est-ce que c'est pas le stérilet en réalité qui est en train de poser également ce problème? Donc, ce sera important de l'analyser. Alors, pour ce qui est des complications, on note que les complications de l'endométrite vont comprendre la formation d'abcès pelviens qui peuvent nécessiter un drainage chirurgical. Si on a un gros abcès, on peut avoir besoin de chirurgie. L'infection peut se propager dans le sang et causer une septicémie ou alors une infection généralisée qui peut entraîner la mort de la patiente. C'est pas de la blague, la patiente peut mourir là comme ça. L'endométrite qui n'est pas traitée ou si elle devient récurrente peut causer des complications à long terme, notamment l'infertilité, les adhérences pelviennes, les douleurs chroniques, les synéchies intra-utérines. Alors, qu'en est-il de la prise en charge? On note ici que le traitement de l'endométrite repose avant tout sur l'administration d'antibiotiques à large spectre pour couvrir les agents pathogènes les plus courants. Donc ici, on va généralement, je vous ai dit, il faut commencer par circonscrire. Est-ce que je suis dans une endométrite légère ou une endométrite sévère? Ça, il faut toujours circonscrire. Si je suis dans une endométrite légère, la patiente, je peux mettre des traitements par voie orale. Ce sera souvent de l'amoxicilline plus acide clavulanique que je peux mettre à la patiente à raison de 1 gramme 3 fois par jour. Je peux parfois associer à ça du métronidazole à raison de 500 mg, un comprimé 3 fois par jour pendant environ 7 jours. Naturellement, je peux mettre un antalgique à la patiente, du paracétamol associé par exemple à un antispasmodique comme du fluoroglucinol ou alors euh, au tramadol. Dans quelques rares cas, si l'infection n'est pas sévère, je peux mettre un anti-inflammatoire à la patiente, donc du paracétamol associé par exemple à l'acétylophénac ou à l'ibuprofène ou au diclofénac, tout ce que vous voulez.
Mais si je suis dans un cas d'infection, si je suis dans un cas d'infection sévère, alors je dois absolument hospitaliser la patiente. J'hospitalise ma patiente à ce moment-là. Le traitement, on va généralement mettre en hospitalisation 2 grammes d'ampicilline, 2 grammes de ceftriaxone en une seule prise. Ça, c'est le protocole normal, c'est 2 grammes de ceftriaxone en une seule prise. On commence par là. Ensuite, on mettra de la doxycycline par voie orale à raison de 100 milligrammes 2 fois par jour, matin et soir, donc toutes les 12 heures. On mettra du métronidazole en perfusion à raison d'une perfusion de 500 milligrammes toutes les 8 heures. Et naturellement, il faut mettre des antalgiques. Ce protocole, il est valable pour l'ensemble des infections génitales hautes, généralement. Donc, si j'identifie, je mets quasiment le même protocole. Et on verra tout à l'heure avec la surveillance. Là, c'est pas, ça n'a pas été décrit comme ça dans le cours, mais je voulais que vous sachiez que voilà comment est-ce qu'il doit être pris en charge. Donc, dans les cas graves ou en présence des signes de septicémie, il faut absolument faire une hospitalisation et une surveillance ainsi qu'un traitement approprié. Il est important de traiter les infections sexuellement transmissibles sous-jacentes et de prendre des mesures pour prévenir les récidives. Ça, c'est très important. La prévention de l'endométrite implique une bonne hygiène lors des procédures médicales, le respect strict des mesures d'asepsie, une antibioprophylaxie appropriée et la prise en charge des facteurs de risque connus. Là, je pense que c'était bon pour les endométrites. Là, on va arrêter là comme ça pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. On prend rapidement quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Il y a les questions. Ben, on vous écoute. Monsieur, moi, je n'ai pas suivi la partie de la prise en charge, là, ça s'est coupé chez moi. La prise en charge de l'endométrie, en fait, je veux dire, si la prise en charge des infections génitales hautes, généralement, pas des infections génitales hautes de manière globale, la prise en charge va dépendre du degré. Si il faille commencer par dire est-ce qu'il s'agit d'une infection légère ou est-ce qu'il s'agit d'une infection sévère, ok? Si on est dans une infection légère, la patiente va rentrer chez elle, on va la traiter en ambulatoire. À ce moment, on lui met généralement de l'amoxicilline acide clavulanique. Donc, vous pouvez mettre, il y en a plein, hein. Ça peut, c'est de l'Ormantin, c'est du Rapiclav, c'est de l'Aclav, c'est Amoclav. Il y en a beaucoup. En fait, association amoxicilline plus acide clavulanique que vous mettez à raison de un comprimé de 1 gramme toutes les 8 heures, 3 fois par jour pendant environ 10 jours. Vous pouvez également, au besoin, associer du métronidazole par voie orale du comprimé, un comprimé matin, midi et soir pendant 7 à 10 jours également. Et vous pouvez y associer, si vous, c'est en fonction de la douleur que la patiente présente. Alors, donc je disais, vous pouvez y associer également dans ce même tableau, vous associez à la... Oh, excusez-moi un instant, pardon. Voilà. Donc, je disais tantôt, là, je suis à vous. Donc, je disais tantôt, dans la forme légère, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, dans une forme sévère, vous devez hospitaliser la patiente, mettre en place un traitement par voie parentérale. On commence. Naturellement, on va faire les prélèvements, on l'a dit. Dans les prélèvements, on fera de l'antibiogramme pour identifier quel antibiotique de manière spécifique va marcher.
Mais en attendant, on va prendre les antibiotiques à large spectre. On mettra de la ceftriaxone 2 grammes en une seule prise. On mettra de la doxycycline par voie orale à raison de 100 mg matin et soir. On mettra du métronidazole en perfusion à raison d'une perfusion de 500 mg toutes les 8 heures. Voilà, chez la patiente. Et naturellement, il va falloir mettre des antalgiques chez la patiente. Là, c'est bon? C'est bon, merci, monsieur. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus d'autres questions, on va arrêter pour aujourd'hui. Je vous ai dit, le cours, il est enregistré, donc on le mettra sur YouTube. On vous enverra le lien pour le réécouter si jamais vous le souhaitez. Allez, D'accord, docteur, merci beaucoup. d'accord. On dit merci à tous ceux qui ont assisté. Je pense qu'on avait en moyenne de 15 à 16 personnes qui étaient présentes. Ça, c'est bien. On vous souhaite une très bonne soirée. On va discuter dans le groupe après pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour la suite. On a un cours mardi, je crois, dans le programme que j'ai vu. Est-ce qu'on fera un cours avant? Est-ce que mardi, on le fera plutôt en ligne plutôt qu'en salle? On discutera ensemble pour comprendre. OK? D'accord, monsieur. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au Merci, revoir. monsieur. Merci. Merci. Eh oui,